Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles internautes, merci de choisir Tel TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir, où j'ai le plaisir de recevoir le Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, une plateforme pour la restauration de la démocratie et l'état du droit au Congo-Brazzaville. Je suis Christian Perrin. Et donc, avec moi, sur ce plateau, le colonel Simon-Pierre Moussunda, qui est donc le coordonnateur du CRC. Il est accompagné de Georges Goma, de Téla Mamiabé et de M. Alphonse Maboussou, tous du CRC. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour, colonel Simon-Pierre Moussunda. Bonjour, monsieur Christian Perrin, et j'aime bien me faire appeler par mon patronyme parce que le grade dans notre pays a laissé une mauvaise image. Donc, Simon-Pierre Moussunda. En tout cas, merci, colonel Simon-Pierre Moussunda, d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue sur notre plateau. Alors, dans un premier temps, vous allez nous rappeler ce que c'est que le CRC et vous nous diriez bien après le pourquoi du silence que vous avez observé depuis pratiquement 5 mois. Que s'est-il passé exactement? Merci, monsieur Christian Perrin. Et effectivement, ça fait un bon bout de temps qu'à titre personnel, nous n'avons pas communiqué, mais le CRC communique de façon permanente. Alors, c'est quoi le CRC déjà? Le CRC, nous l'avons dit à plusieurs reprises, c'est une plateforme politique qui se bat depuis des années pour la libération du Congo-Brazzaville, pour la restauration de l'état de droit et de la démocratie. Voilà ses objectifs. Il est évident qu'en l'état actuel des choses, avec les rapports de force présents au niveau du Congo-Brazzaville, l'action que nous mettons en place au niveau du Congo-Brazzaville, c'est le soulèvement populaire, pour des raisons simples. Ça n'a rien à voir avec une volonté de violence, une volonté de faire des dégâts inutilement. J'entends parfois des hurluberlus qui sont dans la fumette, notamment la dernière fois en Caï, penser que nous sommes des violents. Non, nous ne sommes pas des violents. Nous voulons libérer ce pays des griffes d'un cartel de gens qui sont en train de le détruire. Donc, le CRC a des objectifs clairs. Le premier objectif, c'est de mettre un terme à 61 ans. Il y a à peine un an, on parlait de 60 ans. Vous voyez, donc, on ne fait que continuer. Et si on ne passe pas, alors je dirais à l'action, on entendrait le militaire parler, ce n'est pas pour faire des dégâts. Mais si on n'agit pas, le pays ne fait que se détruire. Donc, l'acte 1, c'est mettre un terme à 61 ans d'errance politique et culturelle, mais particulièrement de près de 37 ans de régime ininterrompu, bien sûr une parenthèse démocratique entre 92 et 97, mettre un terme à cela. Et c'est pour l'intérêt général. Ce n'est pas contre les citoyens, ce n'est pas contre un groupe donné, c'est pour l'intérêt général. Oui, mais où en êtes-vous avec la mobilisation des Congolais pour cette insurrection? Alors, pour tout vous dire, il y a eu des élections présidentielles le 21 mars 2021. C'était une fenêtre pour les Congolais qui auraient pu se saisir de cette ouverture pour agir, pour mettre un terme à ce régime, parce que c'est ça l'objectif. Nous avons travaillé sur ces questions, mais ce n'était pas pour nous le cadre idéal, parce que nous ne croyons pas aux élections et la preuve est là. Quand vous voyez les résultats, la brejnevienne de 88% de quelqu'un qui ne se gêne pas en plein 21e siècle, de se proclamer président à 88%, alors que le monde aujourd'hui a la démarche à la modération, vous voyez très bien que nous avions eu raison de ne pas trop compter sur des élections. Mais nous sommes en train de travailler pour que les conditions soient réunies et pour que les Congolais se lèvent, se prennent en charge et mettre un terme à ce régime. Et une fois qu'on a mis un terme à ce régime, à ce système, nous avons des idées, des plans que nous sommes en train de préparer au niveau du CRC, on en parlera tout à l'heure, qui vont permettre à notre pays de ressortir du noir dans lequel on l'a plongé. Regardez les pays auxquels on peut se comparer. Moi, je me souviens, jeune, en 1960, Dolisie était comparé à Séoul. Regardez ce qu'est devenu Séoul aujourd'hui et regardez Dolisie aujourd'hui. Je parle de Dolisie, je ne parle même pas de Pointe-Noire ou de Brazzaville. Regardez ce que sont devenus les pays comme le Botswana. La Zambie vient d'élire un président. L'opposant au président en place a remporté les élections. On n'entend pas de bruit, c'est à 3-4 heures de vol du Congo-Brazzaville. Et pourquoi chez nous, un changement de personnage à la tête de l'État devait poser un problème? Surtout que la réussite n'est pas au rendez-vous. Donc, quand nous comparons ces pays, quand nous comparons les pays comme les Émirats arabes unis, avec Dubaï, où les Congolais vont tout le temps se ressourcer, se balader, et notamment ceux qui sont à la tête du pays aujourd'hui. Quand on compare ce pays, qui au départ était alors je n'ai pas envie de dire un village dans un petit banc, sur un petit banc de sable,
mais c'était presque. Regardez ce qu'est devenu Dubaï aujourd'hui. Et pourquoi le Congo-Brazzaville, qui est le troisième producteur de pétrole d'Afrique noire, qui a des ressources mais qu'on ne peut imaginer, peut-il continuer à plonger au point de faire de sorte qu'au niveau de la communauté internationale, du FMI notamment, qu'on ne soit pas capable de nous prendre au sérieux. Et donc, il n'y a pas d'alternative à ça, il faut mettre un terme à ce régime. Et c'est là l'une des missions centrales du CRC. Vous parlez donc de la renaissance. En fait, lorsque vous dites que vous allez mettre terme à ce régime, c'est pour faire renaître le Congo. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Pourquoi la renaissance à la place de la restauration de la démocratie, comme disent les autres? La renaissance est un tout. Dans la renaissance, il y a la restauration de la démocratie. La démocratie n'est pas une propriété qu'on peut attribuer à des pays occidentaux. C'est un environnement dans lequel on vit et dans lequel les droits fondamentaux, les droits humains sont défendus. Voilà. Et donc, la renaissance, pour nous, il faut repartir vers nos sources, repartir vers le carrefour qui nous a fait dérailler quelque part en partant. Voyez, nous voulons revisiter 61 ans. Le Congo a eu donné, je ne sais pas comment on peut qualifier, chacun a sa lecture des faits, parce qu'en réalité, les combats menés par, ils étaient nombreux à se battre et tout, n'ont pas été si rentabilisés que ça. On a eu la liberté en 1960. Et en 1960, on était, en termes de développement, de formation, d'éducation, beaucoup plus avancé qu'aujourd'hui. Il faut donc renaître, il faut repartir à la case départ. Et repartir à la case départ pour nettoyer dans la culture. Parce qu'il y a certainement des aspects dans notre culture qui posent problème. Repartir dans la vision du monde, la vision de la sous-région, notre vision de la société, notre vision de la communauté. Il faut revoir tout ça. Et tout ça nous mettons dans un cadre de la Renaissance, parce qu'il y a aussi une réalité. Le Congo tout seul, avec ses 5 millions d'habitants au cœur de l'Afrique, ne pourra pas se libérer des pesanteurs qu'on peut regarder au niveau international. Donc, il faut qu'on regarde avec nos voisins, qu'on tombe d'accord, qu'on discute, qu'on se tende la main, et pour qu'au-delà, ce soit l'Afrique, au-delà de l'Afrique, tous ces enfants qui sont partis des siècles avant, que l'ensemble de ce dispositif se remette en marche. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, qu'on nous regarde avec condescendance à l'extérieur, les Européens, les Américains, tous les autres, la Chine. Il n'y a pas de raison. Mais pour qu'on puisse redémarrer, il faut que nous renaissons. Et pour renaître, nous sommes en train de mettre en place le congrès pour la renaissance du Congo. Et cette renaissance, nous allons l'expliquer dans les lignes qui vont suivre. Alors, qu'est-ce que vous reprochez exactement à ce régime? Si on peut aller sur les faits, bien entendu. Alors, ce régime a fait rater le coach au Congo-Brazzaville. 40 ans de désordre. On peut vous citer les entreprises qui existaient dans la décennie 60. On peut citer pêle-mêle Sokavilou à Pointe-Noire, l'usine de fabrication d'allumettes à Bétou, la Chacona à Brazzaville. La liste est longue, vous voyez. On peut revenir dessus. Si aujourd'hui on demande aux jeunes Congolais qui ont 25 ans, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'ATC, l'Agence transcongolaise de communication? Ils vous diront non. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Chacona qui fabriquait des bateaux? Ils vous diront non. Est-ce que vous avez entendu parler bon, la SNE encore, aujourd'hui, ils ont changé de nom, mais vous voyez très bien ce que ça donne. Est-ce que vous avez entendu parler de l'Ampama? Oui, ils nous ont vanté l'Ampama avec la possibilité d'avoir de l'électricité pour tous, notamment à Brazzaville. Où est-ce que nous en sommes? Ils nous ont vendu les municipalisations accélérées. Où est-ce que nous en sommes? Ça a été plutôt un moyen, une technique pour dilapider de l'argent et se faire les poches au détriment de l'État congolais. Donc, on ne peut pas continuer, après 40 ans de désordre, à nous rabâcher les mêmes choses, à dire les mêmes discours comme dans nos quartiers, on dirait un discours troué, nous vendre l'agriculture, priorité des priorités, l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Il y a 21 ans que l'an 2000 est passé. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce qu'on va obtenir de ce régime qui continue à nous vendre les mêmes choses, à nous prendre pour pratiquement des gens qui ne comprennent pas? Non, il faut à un moment donné s'arrêter. Et c'est même pas respect pour ce peuple congolais. Il ne faut pas continuer à lui vendre des choses qui ne correspondent pas à votre vision. La vision du pouvoir en place aujourd'hui ne correspond pas aux besoins des Congolais. Il faut donc stopper. Nous allons revenir sur ces questions, les ventes des terres et tout le reste. De toute façon, nous avons un plan de travail, un projet qui se échelonne en bloc. Le bloc les 100 premiers jours et bien sûr tout le reste qui peut s'échelonner sur 5-10 ans. Alors, dans cette renaissance, probablement qu'il y a aussi le volet politique. Mais on va d'abord repartir pour voir un peu ce qui s'est passé dans les 5 ans, sinon les 6 ans, les 6 dernières années, avec Monsieur Teilama Nyabey, qui est en fait le responsable des questions économiques, c'est vrai, mais on va d'abord parler des événements politiques malheureux qui ont caractérisé les 6 dernières années au Congo-Brazzaville. Bon, d'abord, Monsieur Perrin, je vous remercie de nous recevoir encore une fois ici dans votre plateau et surtout avec des compatriotes et des compagnons de lutte qui sont là avec moi sur ce studio. Effectivement, quand on regarde la situation du Congo-Brazzaville politique, elle est désastreuse. On peut repartir à très loin, mais je pense qu'on peut limiter la période
à laquelle nous devons un peu souscrire votre question par manque de temps à 2016. Mais quand on parle de 2016, il faut qu'on se rappelle que il y a une constitution que M. Sassou Nguesso a introduite en 2002, qui était la constitution du 20 janvier 2002, et en fait qui empêchait notamment M. Sassou Nguesso à se représenter aux élections de 2016 et à faire un référendum. Malheureusement, encore une fois, M. Sassou Nguesso est revenu sur ses paroles. Il a introduit un référendum pour le changement de la Constitution afin de se représenter, alors qu'il y avait des verrous, il y avait 4 verrous qui empêchaient en fait qu'une Constitution soit changée dans ce cadre-là. À cause de du changement de la Constitution, nous avons eu des crimes qui ont été commis. Nous avons eu, par exemple, les Régis Batola qui ont été assassinés. Monsieur Sassou Nguesso avait engagé en fait une démarche anticonstitutionnelle et à cause de cela, il y a eu des manifestations qui se sont faites et il y a eu des massacres dans la région du Poul. Il y a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, Monsieur Kalakala qui était assassiné. Nous avons eu, disons, l'instabilité qui a été créée, le génocide qu'il y a eu dans le Poul entre 2018 à peu près à 2016 à 2018. Donc, vous voyez encore une fois, la situation, l'instabilité politique vient simplement du mauvais dirigeant et de la mauvaise gouvernance que nous avons. Et qu'est-ce qu'il y a eu en 2016? Il y a eu monsieur Mokoko qui avait été arrêté. Jusqu'à présent, il est encore en prison. Monsieur Okombi Salissa qui est en prison encore pour les mêmes causes. Ce sont des prisonniers politiques qui ont été arrêtés sur des bases politiques, pas parce qu'ils avaient fait quelque chose d'anticonstitutionnel. En fait, la personne qui aujourd'hui devait se retrouver en prison pour avoir violé la Constitution, pour avoir violé le gouvernement, c'est Monsieur Sassou Nguesso. Donc, nous avons en 2016, donc, toutes ces personnes que je viens de citer. Il y a eu des centaines de personnes qui ont été assassinées. J'ai une liste ici que je ne pourrais pas illustrer avec vous. Nous avons maintenant, en 2021, de 2016, en 2021, bien sûr, qu'il y a toujours une instabilité politique au Congo. Nous savons que même s'il n'y a pas de tir en l'air, mais il y a toujours l'instabilité politique, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de conditions pour qu'il y ait une stabilité politique qui permette en fait un développement économique. Nous avons en 2021 Monsieur Parfait Kolela, qui était candidat à l'élection présidentielle. Nous avons Monsieur Ayessa Firmin qui fait des menaces directes contre Monsieur Parfait Kolela. Et le 21 mars 2021, donc de cette année, Parfait Kolela trouve la mort à Brazzaville dans des conditions jusqu'à présent qui sont suspectes. Nous savons que Parfait Kolela nous a laissé un message qui est celui de battez-vous, car si Parfait Kolela est mort aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est organisé et s'est battu pour la libération du peuple congolais et nous a donné un mandat. Et je pense que ce mandat-là appartient à tous les enfants du Congo, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, pour se retrouver, pour combattre contre ce gouvernement illégal, ce gouvernement illégitime. Nous savons, comme monsieur Simon Pierre vient de le dire, que M. Sassou Nguesso s'est prononcé avoir gagné 88% des élections, alors que nous savons qu'en 2016, il n'avait eu que 8% aux élections présidentielles. Nous savons aussi que s'il y a vraiment une élection présidentielle au Congo, M. Sassou Nguesso ne peut pas la gagner. Donc, Parfait Kolela nous a laissé un mandat, il nous a laissé un devoir, c'est celui que les Congolais s'organisent pour se battre pour leur propre libération, la libération de notre pays. Donc voilà en quelques lignes, en quelques mots en quoi je peux résumer le cadre. Oui, mais monsieur Télémam, puisque vous évoquez la question sur la mort de Guy Brice Parfait Kolela, pourtant, officiellement, il est reconnu qu'il est décédé de suite du Covid-19. Non, l'autopsie de Parfait Kolela ne nous dit pas que c'est le Covid qui a été à la base de sa mort. On a décrit un certain nombre de choses, mais je crois que comme c'est un dossier que nous sommes encore en train de suivre et qui est entre les mains des avocats, je ne donnerai pas de détails. Mais le premier détail le plus important que je dois donner, c'est la date de la mort de Parfait Kolela, qui est le 21 mars à Brazzaville. Parfait Kolela n'est pas mort le 22. Parfait Kolela est mort le 21 mars à Brazzaville. Alors, on peut aller dans les détails, les conditions qui ont précédé la mort de Parfait Kolela, mais ce que je peux livrer au peuple congolais,
que les peuples congolais l'entendent aujourd'hui et que la communauté internationale le sache aujourd'hui, que M. Parfait Kolela est mort le 21 mars à Brazzaville et pas, comme on le dit, le 22 mars en France. Donc maintenant, les Congolais doivent tirer les conséquences de ce fait, mais ça vient de l'autopsie qui a été faite sur la mort de Parfait Kolela. Autopsie que nous avons entre nos mains parce que nous constituons une structure, dont certains d'entre nous ici, nous sommes membres d'une structure qui s'appelle Vérité pour Paco, et nous avons introduit des démarches légales pour justement établir la vérité sur la mort, les vraies causes de la mort de Parfait Kolela. Et la première des choses qui a été établie, c'est vraiment la date de la mort, qui est le 21 mars, et on vous dira précisément, je dirais que le 21 mars à Brazzaville. Alors, cela devrait donner normalement droit à l'application de l'article 70 de la Constitution du Congo-Brazzaville, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà. Alors, face à ce climat délétère, ce climat politique délétère que vient de décrire Monsieur Teilama Niabey, compte-t-on faire donc le CRC pour restaurer un véritable état de droit, bien entendu, et redonner finalement vie à un nouveau système politique au Congo-Brazzaville? Monsieur Simon-Pierre Musunda. Le CRC a des objectifs, a des processus de mise en œuvre d'un certain nombre de missions. Et comme je l'ai dit dès le départ, notre première mission consiste à mettre un terme à ce régime. À 40 ans de brigandage politique, il y a 61 ans d'approximation de gestion de notre pays. Et donc, mettre un terme à ce régime sous-entend que vous préparez une alternative. On ne peut pas dire aux gens, on arrête ce que vous êtes en train de faire sans dire ce que vous allez mettre à la place. Ce que nous voulons mettre à la place, c'est le projet sur lequel travaille la Renaissance, sur lequel travaille le CRC. Ce projet, il est en deux grands temps. Il y a le premier temps, parce que si du jour au lendemain, ça c'est les Congolais, avec les Congolais qu'on verra toutes ces modalités, le régime est parti, il faut nécessairement gérer ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, c'est quoi? Nous estimons que dans les 100 premiers jours, il y a des actes à poser. Il y a des actes sur la gestion de l'État, il y a des actes sur la sécurité, des actes sur la gestion économique, des actes sur la gestion sociale de notre pays et sur la diplomatie. Dans ces 100 premiers jours, il est évident qu'il faut mettre en place un dispositif exécutif, mettre en place un cadre législatif transitoire. Tout ça, c'est transitoire, bien sûr. Il faut mettre en place un dispositif de médiation parce que les blessures actuelles au Congo-Brazzaville exigent que les Congolais se parlent, qu'ils discutent, qu'ils échangent, qu'ils se pardonnent, qu'ils tombent ensemble, qu'ils se tiennent la main pour avancer. Ça sous-entend qu'il faut quand même qu'il y ait une haute cour de justice qui regarde toutes ces questions de droit commun, de gestion, des crimes qui ont été, crimes économiques, crimes de sang. Il faut regarder toutes ces questions. Et une fois qu'on a mis en place toutes ces instances, ces organes qui doivent en principe refléter l'état de la société congolaise, la particularité de nos subjectifs à l'intérieur de notre pays, il sera hors de question qu'il y ait un déséquilibre, comme on le voit aujourd'hui, d'un groupe en défaveur des autres. Après, une fois qu'on a mis tout cela en place, il faudra réorganiser l'administration publique, qui est en déliquescence aujourd'hui, réorganiser l'État, le système de sécurité, la diplomatie, créer les conditions d'un dialogue, parce que nous ne sortirons pas du bourbier actuel du Congo-Brazzaville sans nous asseoir autour d'une table et discuter pour tomber d'accord. Qu'est-ce que nous faisons pendant la transition? Qu'est-ce que nous faisons après la transition? Comment nous la gérons? Et tout ça, c'est des éléments que nous voulons présenter et que nous allons mettre en œuvre dans les 100 premiers jours. Voilà, on peut commencer par ça. Après, on peut dérouler tout le reste parce qu'il y a des volets, il y a les volets culturels, il y a les volets de l'éducation, il y a les volets économiques, il y a les volets sécuritaires, il y a les volets diplomatiques et surtout, il y a un grand projet, mais je pense qu'on va en reparler dans la suite de nos échanges. Monsieur Simon-Pierre Musunda, lorsque vous dites les 100 premiers jours, cela veut dire que le CRC est maître à ce moment-là sur le terrain ou bien il travaille avec les autres forces politiques? Il est clair qu'un seul doigt ne lavera pas la figure au Congo-Brazzaville. C'est une question nationale. Le CRC a vocation à travailler avec les autres. Nous avons des initiatives, nous avons des actes à poser, mais on doit s'associer, on doit discuter avec ceux qui pensent comme nous. Et quand nous disons pense comme nous, ce n'est pas que nous pensons quelque chose d'extraordinaire. Nous pensons que ce pays a trop souffert. Ce pays est dans un gouffre, il faut le sortir de là. Et 90% des Congolais pensent comme nous. 90% des Congolais souffrent. Ils veulent que ça s'arrête. Et ces gens ont vocation à s'asseoir avec le CRC, avec beaucoup d'autres forces politiques, forces sociales, les syndicats, pour que nous discutions, que nous regardions ensemble quelles sont les mesures qui doivent être
prises dans les meilleurs délais, dans les 100 premiers jours? Quelles sont les mesures que nous renvoyons à une démarche de transition qui doit s'échelonner sur peut-être 3 ans, 2 ans? Ça dépendrait de ce que pensent les Congolais. Mais le CRC n'a pas vocation à s'accaparer tout seul du changement qui doit se passer au Congo-Brazzaville. Mais nous voulons poser nos actes, dire ce que nous avons fait et nous sommes engagés à faire de telle façon que ça change au niveau du Congo-Brazzaville. Alors, quelqu'un voulait savoir, évidemment, vous allez vous engager puisque vous dites que vous voulez procéder par une insurrection populaire une fois réussi. Vous déroulez donc votre programme. Est-ce que c'est pour dire que le CRC veut également commander un jour, ou bien vous venez pour libérer un pays et remettre finalement un système démocratique aux mains des politiciens, notamment des civils? Bon, c'est pour ça qu'au départ, je ne voulais pas qu'on appelle le colonel, parce que ce que nous faisons au CRC ne se fait pas dans le cadre militaire. Ce n'est pas une organisation militaire, c'est une organisation politique, c'est une plateforme qui travaille sur des questions politiques. Et donc, la vocation, ce que nous pensons faire une fois que le régime est parti, il s'en ira, c'est d'associer tous les Congolais, bien sûr, qui pensent comme nous, qui agissent, qui travaillent, qui font face à un régime et des suppôts. Et dans les suppôts, il y a des gens dans les partis politiques, qui sont nombreux, qui travaillent contre les Congolais, contre la liberté, contre la démocratie, contre le développement de notre pays. Cela, ils devront, à un moment donné, rendre des comptes à ce pays. Et donc, le CRC, ça sera avec tous les autres pour organiser une transition, mais le CRC travaille, et si les conditions le permettent, le CRC prendra ses responsabilités à tous les niveaux. Alors, monsieur Georges Goma, tout à l'heure, lorsque j'ai suivi monsieur Simon-Pierre Moussunda, parlons du programme de 100 jours, j'ai semblé noter également le volet liberté, disons, droits et libertés citoyens. Alors, comment se décline donc ce volet dans ce programme de 100 jours? Merci, monsieur Christian Perrin, de nous avoir à votre plateau. Et bien évidemment, le CRC, comme le vient de dire monsieur Simon-Pierre Moussunda, est engagé dans la restauration de l'état de droit au Congo-Brazzaville. Et vous savez très bien qu'un état de droit, ça passe par les libertés et les droits des citoyens. Ça, c'est fondamental. Et donc, ce que nous voulons faire, évidemment, c'est d'inviter les Congolais, tous les Congolais, de comprendre qu'ils ont une grande responsabilité dans la restauration de cet état de droit. Et que le salut du peuple congolais est intimement lié à la gouvernance démocratique. Ça, c'est très, très, très important. Et que cette gouvernance appliquée selon les règles de l'art, elle est la seule qui vaille la peine dans le Congo du 21e siècle. Ça, c'est très, très, très important à notre sens. Alors, vous savez, la mauvaise gouvernance, les conséquences de la mauvaise gouvernance. Les conséquences de la mauvaise gouvernance, c'est la peur que ceux qui gouvernent le pays ont par rapport à des représailles éventuelles une fois qu'ils ont perdu le pouvoir. Les conséquences aussi, ce sont quand même, ou bien je vais dire, la criminalité politique. Ça également, il faut le savoir. Mais c'est aussi, pour les mauvais gouvernants, cette faculté de s'accrocher davantage au pouvoir de façon viscérale, au pouvoir. Alors, le CRC a une vision. Et la vision du CRC consiste à accomplir un nouveau pacte social et un nouveau pacte économique, ça c'est très essentiel, qui est la renaissance. Le colonel Moussunda a bien brodé sur cette nécessité de renaissance. Un pacte qui doit absolument, je dis bien, qui doit absolument réconcilier tous les Congolais sur toute l'étendue du territoire. Une autre notion autour de ce que nous sommes en train de faire, c'est cette notion de progrès social que nous définissons ici comme le résultat de ce nouveau pacte politique et social qui est une ambition forte dans la démarche du CRC. Alors, une fois que nous avons énoncé ces éléments qui sont des éléments très, très essentiels, on comprendra finalement que ce progrès social que nous recherchons est intimement lié à une capacité, je dis bien une capacité que les Congolais doivent retrouver, n'est-ce pas, à discuter, à dialoguer. C'est aussi lié à une amélioration très sensible du confort des Congolais. On n'a pas suffisamment parlé du bien-être des Congolais. Donc, dans tout ce travail, nous mettons en point d'honneur à l'amélioration, n'est-ce pas,
du confort des Congolais sur tous les plans. Nous voulons également enclencher cette obligation dans la création des emplois au Congo. Vous savez très bien le diagnostic qu'on vient de faire par rapport à la situation du Congo, les jeunes qui sont désœuvrés. Donc, il y aura aussi, n'est-ce pas, tout ça, ça rentre dans les libertés aussi. Hein? Ne pensez pas que nous nous éloignons, parce que les droits et les libertés, c'est tout ce contexte-là, évidemment, auquel nous accordons une importance capitale. C'est aussi la démonstration soutenue et d'une transparence politique au Congo-Brazzaville également. Alors, Monsieur Georges Goma, s'il vous plaît. Je rappelle que vous êtes aussi vice-recteur du collège L'étude des perspectives. Est-ce que c'est pour autant qu'il y a un programme, comme vous êtes en train de l'expliquer, votre programme tient-il compte des réformes, par exemple, des institutions judiciaires au Congo, ou c'est juste que vous voulez beaucoup plus concentrer votre action sur le social tel que vous êtes en train de le dire? Est-ce que les institutions sont prises en compte? La réforme des institutions, par exemple? Absolument, Monsieur Christian Perrin. Vous avez mentionné le CEP, qui est le Collège Études et Perspectives, qui est une émanation du CRC. Le CRC, le CEP est un think tank, c'est-à-dire un centre où les gens viennent pour réfléchir, faire des analyses, dresser, n'est-ce pas, un état des lieux et tracer les perspectives et la prospective pour demain. Alors, au niveau de ce think tank, qui est d'ailleurs dirigé par une rectrice qui est le docteur Lukombo Senga, Valentine, secondée par moi-même qui suis le vice-recteur, nous réfléchissons, pas seulement, ça c'est une caractéristique assez particulière, il n'y a pas que les Congolais qui se retrouvent dans le CEP. Il y a des personnes d'autres nationalités qui sont avec nous et qui réfléchissent avec nous. Vous voyez? Ça, c'est très important. Mais maintenant, nous fonctionnons comment au sein du CEP? Par des pôles. Vous voyez? On a le pôle 1 qui s'occupe des institutions que vous venez de dire. Nous avons le pôle 2 qui s'occupe de la santé et puis des solidarités, un système de protection sociale au Congo-Brazzaville qui est très, très important. Vous avez compris que le Congo-Brazzaville n'est pas un pays pauvre, mais où, évidemment, il n'y a pas un système de protection sociale. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir, mais qui, depuis que le Congo produit le pétrole, depuis les années 50, 60, qui a bénéficié de ce pétrole-là? Est-ce que le Congo est capable de mettre en place un État-providence? Aujourd'hui, voilà des questions que nous nous posons. Le troisième pôle, par exemple, qui s'occupe, n'est-ce pas, de la sécurité intérieure, des forces de répression de l'État comme la police, la gendarmerie et ainsi de suite. Rapidement, le pôle 4 qui s'occupe de l'éducation, de la jeunesse et de la culture. Le pôle 5 qui s'occupe de l'économie, voyez, de l'économie et du développement. Et le pôle 6 qui s'occupe, n'est-ce pas, du numérique, aujourd'hui qui est incontournable. Voyez? Donc, c'est un travail de fond que nous sommes en train de faire avec tous ces experts dans leur domaine qui sera le reflet de ce Congo nouveau. Voyez? Ça, c'est très important dans le fonctionnement, dans notre fonctionnement au sein du CRC. Oui, je vais revenir vers toi, Georges, mais je repars d'abord vers Monsieur Simon-Pierre Moussunda. Tout à l'heure, lorsqu'on entendait parler Georges Goma, il a parlé d'un pôle, le pôle sécurité. Évidemment, au Congo-Brazzaville, tout le monde le sait, il se pose aussi un problème de sécurité où on sait que les missions, par exemple, de l'armée, la police, la gendarmerie ont été détournées pour d'autres intérêts, au détriment, bien sûr, de la protection de l'État et du peuple congolais. Il y a à côté de cela ce phénomène de grand banditisme, d'ailleurs, qu'on appelle par les bébés noirs. Comment est-ce que le CRC entend traiter cette question épineuse de la sécurité au Congo-Brazzaville? Je vais revenir sur la sécurité, mais je voulais préciser tout de suite que dans les 100 premiers jours, c'est dans les 24 heures qui vont suivre la fin de la dictature, nous allons libérer tous les prisonniers politiques. Ils n'ont pas leur place là-bas, dans la maison d'arrêt. Tous vont sortir. Nous allons également créer les conditions pour que les partis politiques, les médias vivent dans la véritable démocratie, dans la liberté d'expression. Nous allons également organiser des campagnes médiatiques parce qu'il faut expliquer aux Congolais qu'ils vont se libérer d'un fardeau, d'un dispositif
meurtrier, il faut le dire comme tel, il faut le dire tel qu'il est. Il faudra qu'on discute, qu'il y ait des campagnes d'explication, de conscientisation pour ramener les citoyens vers le cadre dans lequel ils doivent vivre. Il est évident que dans ce volet, il y a la question de la sécurité, qui est une question fondamentale. Il sera hors de question pour nous de remplacer le chaos actuel par un autre chaos. Ça, nous ne le permettons pas. Et pour qu'on n'arrive pas à un autre chaos qui pourrait succéder au départ de la dictature actuelle, il y a des mesures à prendre, notamment des mesures sur la sécurité. Vous avez soulevé les questions des bébés noirs. Les bébés noirs, c'est une émanation de la société congolaise, du désordre, de l'abandon, du manque de travail, du manque de culture, du manque d'éducation. Des jeunes qu'on a laissés sur le bord de la route et qui, effectivement, posent des actes irréfléchis. Pourtant, nous savons qu'à la police, il y a tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force publique doit retrouver sa mission fondamentale et initiale. Laquelle? La police et la gendarmerie ont des missions de police à l'intérieur du territoire, de sécurisation des citoyens et des institutions. Et l'armée doit sortir de ces missions pour s'occuper de l'intégrité du territoire, de ses frontières. Ça, c'est déjà des éléments centraux. Deuxièmement, il faut la réformer, la force publique actuelle. Tout le monde tombe d'accord que la preuve, c'est que tous ceux qui vont à la retraite aujourd'hui, mais ils vont grossir les rangs de l'armée des mal payés, des enfants pauvres de la République, puisque les pensions ne passent qu'une fois tous les 4 mois et encore. Et il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc, il faut réformer la force publique. Il faut la réorganiser. Il faut la revoir dans le cadre général d'un schéma, d'un plan qui va être développé tout à l'heure sur la réorganisation du territoire. Il faut sortir des casernes actuelles qui sont des mouroirs. On les voit errer, tourner, se poser des questions, se demander qu'est-ce qu'il faut dans ces environnements qui sont malsains. Il faut créer de nouvelles conditions de travail. Il faut professionnaliser la force publique. Quand on rentre dans la force publique, policiers, gendarmes, hommes de rang, soldats, officiers, il faut qu'on sache ce qu'on vient faire. Quand on prête serment devant le peuple pour défendre le peuple. Mais il faut les former, il faut les équiper, il faut les réorganiser. Et ça, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de la République. Et la République actuelle, celle du désordre, ne le fait pas. Il y a des grottes, nous savons très bien, dans les casernes aujourd'hui. Parce que certainement, on veut le cacher, mais beaucoup de militaires ne sont pas contents. Beaucoup ne comprennent pas qu'on les jette comme ça en pâture parce qu'il y a eu de la mauvaise gestion. Beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui qu'il y ait des gens qui sont mieux nantis que les autres alors qu'ils font les mêmes métiers. C'est des questions qu'il faut refaire. Donc les questions de sécurité sont au cœur de tout. Voilà. Et après, il faut maîtriser les flux migratoires. Le Congo doit maîtriser le mouvement des populations. Ce n'est pas pour fermer, ce n'est pas pour ne pas recevoir d'autres, mais il faut les maîtriser. Et une fois qu'on les a maîtrisés, il faut régler les questions de nuisance sonore psychologique. Aujourd'hui, au Congo, il y a des questions de gestion du territoire, de gestion des confessions, parfois, bon, il ne faut pas les citer, qui exigent que la loi s'impose. Et force doit rester à la loi. Et la force publique sera là pour obéir à la loi. Et une loi juste, une loi dans laquelle le peuple se reconnaît. Je vais revenir probablement sur le volet bébé noir, mais je m'intéresserai d'abord à Théla Babniabé, qui est le responsable des questions économiques au CRC. Nous savons que sur le plan économique et financier au Congo-Brazzaville, il y a un gros souci. Le Congo peine à convaincre actuellement les institutions financières internationales, et ce n'est plus qu'un secret de polichinelle de toute façon, mais à côté, il traîne avec lui une lourde dette dite insoutenable. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Je ne veux pas parler du volet social. Comment est-ce que dans les 100 jours, bien entendu, le programme de 100 jours, j'ai l'impression que c'est tout un programme de société. Dans votre programme de 100 jours, comment vous entendez aborder les questions d'économie? Comment redonner confiance, bien entendu, à ces institutions financières internationales, par exemple? Je crois d'abord il faut comprendre quel est le vrai problème du Congo-Brazzaville. Le vrai problème du Congo-Brazzaville, le Congo n'a pas de problème économique, pour dire, en réalité. Ce que nous avons, c'est un problème de leadership. Nous avons des dirigeants qui sont incapables de diriger le pays, alors qu'ils ont eu à leur disposition des milliards de dollars qui sont rentrés dans les caisses de l'État. Et donc, changement de personne, automatiquement, il y a déjà une autre ère qui commence, car nous avons dit très souvent, quand nous avons eu à traiter avec les membres du Fonds monétaire international, c'est que donner de l'argent au Congo-Brazzaville, c'est de verser de l'eau dans le tonneau des Danaïdes. Cet argent ne va jamais, à cause de ce régime qui est en place, changer la situation économique de ce pays. Et M. Sassou Nguesso est là depuis 97, nous sommes en 2021.
je peux vous dire que la disponibilité budgétaire de M. Sassou Nguesso de 97 à 2021, elle est plus de 100 milliards de dollars. De 2007, elle est plus de 100 milliards de dollars. Ça, ce sont des montants qui sont capables de développer des pays de 20 millions d'habitants. Et aujourd'hui, au Congo, qu'est-ce que nous avons? Taux de chômage élevé, taux de mortalité élevé. Le pays, Congo, parmi les derniers des pays dans le climat des affaires. L'école est complètement à terre. Disons, tous les indices, comme vous l'avez dit, sont au rouge, comme vous l'avez dit. Donc, le problème du Congo, d'abord, il faut le souligner, est un problème d'hommes, de leadership. Aujourd'hui, vous mettez d'autres personnes à cette place, la situation du Congo va dramatiquement changer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a le changement qui arrive? Premièrement, il faut renégocier la dette. Parce que cette dette-là, c'est une dette d'ailleurs, elle est surévaluée. Hein, il faut d'abord le dire. Parce que vous avez quoi? Nous avons des montants, comme vous le savez, nous avons les montants qui ont disparu, l'argent des générations futures. Nous avons des éléphants blancs, les gens ont emprunté de l'argent sur des projets qui n'ont jamais terminé. Les gens ont créé des sociétés écrans où ils sont partenaires eux-mêmes derrière, alors qu'ils sont au pouvoir, des compagnies chinoises avec lesquelles ils travaillent. Ils ont endetté le gouvernement, le pays, le Congo. Donc, je veux simplement dire, il faudra repartir vers le Fonds monétaire international pour renégocier la dette du Congo. Et nous avons suffisamment milité avec mon frère Georges et ceux qui sont là pour aller au Fonds monétaire international pour discuter avec eux, pour leur expliquer que tout ce que l'on leur a dit qui devait arriver est arrivé. C'est-à-dire que vous donnez de l'argent au Congo, ils vont pas être en mesure de développer le pays. Vous avez eu un programme avec le Congo, programme avec le Fonds monétaire, ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Encore une fois, les responsabilités de nos dirigeants. Donc, ce qu'il faut faire, il faut renégocier la dette. Et renégocier la dette, donc la remettre, présenter les différents mécanismes de tricherie qui ont été mis en place. Il faut absolument chercher à récupérer cet argent qui a disparu, parce que nous savons encore les 7 000 milliards, les 7 000 milliards de francs CFA qui ont disparu. Les gens, jusqu'à présent, les Congolais continuent à se poser la question où est passé ces montants colossaux qui étaient rentrés dans les caisses de l'État. De 2000 à 2010, le Congo a eu des excédents budgétaires qui sont rentrés dans les caisses de l'État. Donc, je veux dire que la situation économique dans laquelle nous sommes n'est pas normale. Donc, il faut absolument renégocier notre dette. En dehors de cela, je pense que le climat des affaires va changer une fois qu'un gouvernement sérieux est en place, une fois que l'on peut présenter un programme de société sérieux et on prend des mesures qui sont sérieuses. Donc, il faut changer automatiquement le climat des affaires. Car un investisseur ne sera pas intéressé à venir investir au Congo parce qu'ils savent que ce gouvernement est incapable de payer ses dettes, puisque jusqu'à présent, nous devons encore à des traders comme Transfigura et autres. Donc, il faut changer, transformer le climat des affaires. En dehors de cela, le troisième point, c'est la réorganisation du système sanitaire, réorganisation du système scolaire. Prenons le système scolaire. Le Congo a toujours été un pays fier, où l'éducation en était très avancée dans le domaine éducatif. Nous avions, à un moment donné, été le pays le plus scolarisé au monde. Aujourd'hui, vous regardez le Congo, c'est un pays qui est en enfer en termes de l'éducation. Les écoles sont dans des états délabreux. Vous avez le côté sanitaire qu'il faut remettre en place. Les gens meurent à l'hôpital pour des petites choses, à l'hôpital général ou au CHU. Les gens meurent chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'investissement. Le système n'est pas organisé pour investir dans le domaine sanitaire et le domaine de l'éducation. La première richesse d'une nation, c'est son éducation. Et on peut vous dire aujourd'hui que le gouvernement en place n'a pas investi dans le domaine de l'éducation. Qu'aujourd'hui, le peuple congolais, il est pris en otage, il est sacrifié. Donc, il faut revoir, il faut réorganiser l'éducation. En dehors de cela, il faut combattre la corruption. Et pour combattre la corruption, on doit stopper la corruption interne. C'est-à-dire remettre les Congolais. Je me rappelle encore, il y a des années, je venais de Kinshasa à Brazzaville et il y avait un monsieur qui essayait de corrompre un officier, un douanier congolais. Je me rappelle, j'avais peut-être 5 ou 6 ans.
Et ce douanier a crié sur ce monsieur et il a dit, vous croyez que c'est le Congo? Vous allez nous corrompre ici, on n'acceptait pas la corruption. Mais aujourd'hui, c'est de monnaie courante. Il faut ramener le Congo à ce que le Congo était. Car le Congo va de mal en pire. Donc, il faut une lutte absolument contre la corruption. Et en dehors de cela, une fois que ce régime est parti, nous savons ce qu'il y a lieu de faire. Monsieur Ngoma vient de signaler tout à l'heure qu'il y a des réflexions qui sont menées et il y a un plan qui est en place et ce plan-là peut être mis en place et le Congo va se relever. Mais nous avons aujourd'hui un mandat qui nous a été donné. Les Congolais doivent prendre leur destinée en main. Et ce que nous avons, c'est que la situation économique, l'avenir des Congolais est hypothéquée. Elle est hypothéquée parce que ces gens ont volé de l'argent, qu'ils ont mis dans des paradis fiscaux, des milliards de dollars qui sont entre leurs mains. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui fonctionnent dans un état de conscience primitive. Et à l'état de conscience primitive, l'homme n'a aucun respect pour la vie humaine. Monsieur Sassou Nguesso n'a aucun respect pour la vie humaine, des Congolais qui souffrent chaque jour, les taximans qui n'ont pas d'avenir, les gens qui travaillent au marché, qui ne savent pas quoi donner à leurs enfants. La situation économique est catastrophique et ça, simplement, c'est dû à cause du mauvais leadership que nous avons en place. Et ça, c'est ce qui doit changer. Ça, c'est ce qui doit changer. Monsieur Alphonse Maboussou, j'ai semblé entendre par Monsieur Tela Mamiabi que le Congo n'a pas un problème d'argent et que les dettes c'est ce que j'ai aussi cru comprendre, sont des fausses dettes. En fait, elles ont été surévaluées. Alors, dans les solutions que le CRC veut apporter, notamment dans les 100 premiers jours d'abord, parce qu'on parle ici du programme des 100 jours, est-ce que vous pensez qu'il est vraiment possible de mettre sur pied un système, une correction à ce système économique? Comment procéder exactement par des faits concrets? Comment procéder pour remettre sur pied l'économie congolaise? Effectivement, 7 points principaux constituent le programme des 100 premiers jours du Congrès pour la renaissance du Congo, CRC. Le premier point, réexaminer et d'adopter une loi collective du budget de l'État. C'est-à-dire que nous allons arriver, une loi de finances aura été adoptée, il va falloir rectifier le tir par rapport à cette loi de finances et par rapport à ce que nous apporterons comme solution. Il s'agit de la programmation d'une nouvelle orientation de la politique économique et budgétaire sur la base du projet de société de relance de l'économie du pays, qui est en lambeaux aujourd'hui, en tenant en compte les flux que généreront le rapatriement des fonds dilapidés et les produits de vente de nos ressources naturelles, versus la réduction du train de vie de l'État, les garde-fous anti-corruption et évasion fiscale, comme venait de signaler mon collègue, et aussi l'intensification du recours à l'emploi avec l'industrialisation et le système agropastoral permettant aux Congolais en général et aux jeunes délaissés en particulier de retrouver toute leur dignité. Voilà. Le deuxième point concernera donc d'assainir les finances publiques et le système économique, c'est-à-dire recenser tous les fonctionnaires, maîtriser cette masse salariale et au besoin sous-traiter certains services de l'État. Lesquels, par exemple? Le bureau du courrier, par exemple, peut être privatisé. Voyez-vous, il y a plusieurs services comme ça. Le journal officiel peut être privatisé. Voyez-vous, avec un identifiant d'accès et toute personne qui accéderait à ce service paierait. Voyez-vous, donc ça générerait des fonds à l'État. Il y a plusieurs aspects de choses comme ça qui peuvent, l'informatisation du système. Ensuite, il faudra optimiser les ministères en fonction du projet de société, du CRC. C'est-à-dire, on ne va pas avoir 30 ministres, voyez-vous. Les ministères peuvent être regroupés en fonction donc de ce que nous aurons élaboré ou élagué comme projet de société. Et c'est ce qui permettra de réduire drastiquement le train de vie de l'État. La décentralisation en sera le levier. Dans un premier temps, les collectivités locales seront assistées et soutenues par l'État avec pour objectif, à court terme, d'assurer leur propre prise en charge et apporter un secours substantiel à l'État central. Il sera mis en place un contrôle de gestion budgétaire, comme je venais de le dire, avec le logiciel SAP,
et les contraintes ISO qui vont avec, qui permettront une lisibilité dans l'exécution du budget de l'État et assurer un plan de carrière avec la formation du personnel administratif qui sera soumis aux règles d'évaluation et de performance, d'obligation donc des résultats. Le troisième point consistera donc à résoudre les questions liées à l'eau, à l'électricité et à la gestion des ressources minières. En faisant quoi? Parce que lorsque vous citez des points comme ça, évidemment, tout le monde dira, ben, écoutez, on a déjà entendu des choses comme ça. Il y a quoi de particulier? Qu'est-ce que vous ferez exactement? Par exemple, pour trouver une solution au problème d'eau et de l'électricité au Congo-Brazzaville, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? C'est cela le problème. OK. Les problèmes d'électricité et d'eau trouvent leur solution dans le réaménagement du territoire. Okay? Un plan d'urbanisation permettra de remodeler nos villes après avoir mis à la disposition des populations des logements sociaux, 20 à 30 km autour des grandes villes du pays. Okay? Le barrage de Sunda, la centrale électrique du Congo qui reçoit donc le gaz qui sort des gisements de pétrole vers ce barrage, qui est transformé en fait en électricité, mais qui jusqu'à aujourd'hui est toujours soutenu par l'État et malheureusement n'y voit rien. Le barrage de Mukukulu, les énergies solaires et éoliennes, donc des énergies propres, permettant de couvrir donc le Congo tout entier en énergie. Des châteaux d'eau en série seront construits par bloc de 10 000 habitants pour apporter de l'eau potable aux populations. Les populations des 10 blocs feront donc partie intégrante de la gestion de ces ressources, l'électricité et l'eau, dans leur localité, ainsi que de l'hygiène et l'assainissement. C'est à ce titre seulement, et à ce titre, qu'une taxe d'habitation aura toute son importance pour pérenniser en fait l'accès à l'électricité et à l'eau et à l'assainissement de nos villes. Le secteur pétrolier, lui, sera réorganisé avec la formation des cadres de très haut niveau. Okay? L'amont pétrolier, avec la création de l'Agence des pétroles, des gaz et des biocarburants, fera le benchmarking de l'activité pétrolière et publiera tous les mois son rapport d'activité, y compris le rapport des différentes sociétés pétrolières exerçant donc en République du Congo. Certains accords d'établissement et leur vingtaine d'avenants encore en vigueur aujourd'hui sur certains contrats seront transformés en contrats de partage de production, chacun en ce qui le concerne. Pour ce qui est de l'aval, oui. C'est vrai que je vais vous laisser continuer avec les autres points, bien entendu, puisque vous avez dit qu'il y a 7 points que vous allez développer dans ce sens. Mais j'ai une question à poser. Je ne sais pas si c'est vous qui allez répondre ou M. Simon-Pierre Musuna, pourquoi pas M. Telema Mabé. Imaginez que demain, il y a insurrection populaire et que les choses viennent de changer. Nous savons que le Congo n'a plus d'argent dans ses caisses. Vous êtes en train de parler d'un programme de 100 jours. Ce programme sera financé comment, avec quel argent? Par exemple, j'imagine, demain il y a insurrection, tout bascule, le pouvoir en place ou le régime en place n'y est plus, et vous arrivez, où est-ce que vous trouvez l'argent dans un premier temps pour mettre en musique votre plan? Je vais commencer par M. Simon-Pierre Musuna. Oui, je vais y aller. Tout à l'heure, M. Miabé a bien dit, et c'est la vérité, c'est une question de confiance. On ne donne pas de l'argent à quelqu'un qui ne vous fait pas confiance. La difficulté financière du Congo-Brazzaville aujourd'hui, c'est une question de confiance de dirigeants. Des nouveaux dirigeants à la tête de ce pays qui sont crédibles, qui sont clairs dans ce qu'ils veulent faire, les sous seront mis à disposition. Le Congo est le 3e producteur de pétrole d'Afrique noire. Le Congo est la porte d'entrée en Afrique centrale. Vous n'allez pas dans d'autres pays sans passer par le Congo. Le Congo est au cœur du poumon, 2e poumon du monde. Et le Congo, c'est un pays qui aujourd'hui est capable d'offrir à ces 4, 5 millions d'habitants le minimum vital. Et donc, les questions de confiance vont régler les questions de finances. Je crois que vous savez que le gouvernement a reconnu lui-même qu'ils ont fait disparaître 14 000 milliards de francs CFA. Nous ne disons pas 14 millions, disons 14 000 milliards de francs CFA. Si on donne à des mathématiciens l'occasion de faire des calculs, ils verront que ça fait à peu près 7 budgets, cette année, 7 budgets. Et ça, c'est ce que le gouvernement a reconnu. Mais nous savons très bien qu'il y a pire que ça. Il n'y a qu'à écouter la presse et les Panama Papers et tout le reste. Il y a de l'argent planqué. Vous voyez, même quand on voit le FMI aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça bloque? Le FMI ne fait pas confiance au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas que le FMI ne veut pas donner de l'argent au Congo-Brazzaville, mais le FMI ne veut pas mettre de l'argent dans la poche trouée d'un, alors le mot est méchant, mais d'un voleur, c'est tout.
Je ne donne pas mes sous à un voleur. Si devant moi se présente quelqu'un qui est bien, ben, écoutez, je lui donne des sous. Donc, ces questions vont être réglées déjà par la confiance, deuxièmement par la capacité du Congrès à se mettre au travail. Puis, il y a d'autres volets, il y a d'autres sources qui aujourd'hui sont cachées sur lesquelles il faut travailler. Donc, le projet dont on parle les 100 premiers jours, d'abord, il faut clarifier, il ne s'agit pas pour nous de régler les questions du Congo en 100 jours. Il s'agit de faire démarrer un programme en 100 jours avec des éléments de marquage, avec des éléments de fracture de démarche. Ça, c'est négatif. On arrête net, on tourne sur 180 degrés et on va au sens opposé. Et dans les 100 jours, il y a des démarches aujourd'hui. Quand on regarde, je prends des exemples simples. Nous avons des jeunes qui n'ont jamais été à l'école. Tout à l'heure, on parle des bébés noirs, qui est un élément parmi tant d'autres de l'insécurité qui peut régner au Congo-Brazzaville. Mais il est dû à quoi? Il est dû à l'abandon des populations. Il est dû à quoi? Il est dû à l'exhibition de certains qui se passent pour des demi-dieux. Dieu est là et moi, je suis au milieu entre le ciel et la terre, qui distribuent de l'argent comme ils veulent. Et ce n'est pas des francs CFA, c'est des euros. Qu'est-ce que vous voulez que ces jeunes aujourd'hui qui sont abandonnés fassent? S'ils ont l'occasion, ils utilisent des machettes. L'autre volet, parce que le programme, on va peut-être arriver au bout de ce programme, le programme de 100 jours a un élément focal, c'est la réorganisation du territoire national, le rapprochement du citoyen et de la terre. Et après, on peut développer, il y a beaucoup d'éléments à développer. Mais si nous n'avons plus de terre, qu'est-ce que nous faisons? Ce qu'on appelle en Amérique latine la Pachamama. Un peuple qui n'a pas de terre, il fait quoi? C'est un peuple errant. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de programme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Le gouvernement qui est en place à Brazzaville est en train de vendre nos terres. Vous pensez qu'un homme normal, des gens normaux, assis, cultivés, qui réfléchissent, peuvent vendre la terre des parents? Ça, c'est un crime contre la nation. Et ils doivent être traités comme tels, comme des criminels, comme des traîtres. Il n'y a pas d'alternative à ça. Et moi, je ne vois pas des gens aller toucher à la terre de nos ancêtres. Pour paraphraser ce qu'on peut dire à Lingala. Tout ya bakoko baketekisa ya uve yaka bato babikila beto samna bet na babana batna mitekolo ezapo na bana na biso tokoteka ngote soki bomoni bato bayi pona koteka mabele na biso obenga na bango. Voyez, on va commencer à vendre les terres, on va commencer à vendre les fleuves parce qu'on va voir qu'est-ce qui restera. On a vendu le pétrole, on a dilapidé tout le patrimoine, on a pillé les sous et le peu qui reste qui appartient à nos ancêtres pour nous a laissé, on veut les vendre, c'est inacceptable. Donc vous voyez bien que chaque jour qui passe dans l'inaction, dans le fait qu'on observe, on se pose des questions, et bien le Congo va de plus en plus vers l'extinction. Et il faut craindre qu'un matin on se réveille, que le Congo soit la terre des autres, le pays des autres. Or, nous voulons créer aujourd'hui les conditions, y compris pour que ceux qui sont à l'étranger, en exil, pour des raisons personnelles ou pour des raisons forcées, rentrent sur le territoire, contribuent à l'économie de ce pays. Que ceux qui sont partis depuis des années, les Noirs américains, les Noirs européens, mais pourquoi pas les Européens, les Américains, tous veulent découvrir l'Afrique et son patrimoine, qu'ils viennent au Congo, qu'ils retrouvent la culture, qu'ils retrouvent l'économie, qu'ils investissent et que ce pays redémarre. Quand vous posiez la question, on arrive, il n'y a pas de ce qu'on va faire, il y a un gros potentiel au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, je n'ai pas envie de citer des pays dans notre environnement. Le Congo-Brazzaville est une richesse. C'est un pays qui peut tutoyer les puissances modernes de ce monde. Il en a les moyens. Alors, Georges Goba, la terre qu'on est en train de vendre, c'est aussi un droit, puisque vous avez parlé tout à l'heure de la restauration, bien sûr, des droits et libertés fondamentaux. Qu'est-ce que cela vous inspire, les terres qui sont vendues? Comment le CRC aborde cette question? Merci, monsieur Christian Perrin, mais sans vouloir… Si c'est déjà vendu, en fait, c'est ça ma question. Si ces terres sont déjà vendues, comment ferez-vous pour restaurer Écoutez, je pense que ces terres-là ne sont pas encore vendues. Parce que si ces terres sont déjà vendues, nous osons espérer que, évidemment, les papiers ne sont pas encore signés par rapport à cette imposture, monsieur Christian Perrin. Et c'est pour ça que, évidemment, le travail du CRC qui est déjà entamé se continue jusqu'à aujourd'hui, puisque ce travail se fait avec les Congolais, à travers, n'est-ce pas, toute une démarche de conscientisation des Congolais, parce que si les Congolais ne se prennent pas en charge, évidemment, demain, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Et je reviens encore, je reprends M. Simon-Pierre Moussunda qui dit, mais les terres ont un caractère sacré. Les terres sont sacrées. On a tout vendu au Congo-Brazzaville. Et arriver à vendre les terres, c'est atteindre un niveau impensable de l'irresponsabilité et de la criminalité, il faut le dire, il faut utiliser les mots qui vont avec la gravité, n'est-ce pas, des actes que le régime en place est en train de poser au Congo-Brazzaville. Et nous revenons encore là-dessus.
les Congolais ont pris l'habitude de nous écouter et beaucoup d'autres également qui sont, n'est-ce pas, froissés par cette même réalité et que nous devons nous lever pour protéger nos terres. Ça ne se vend pas, M. Simon-Pierre Musunda vient de le dire en langue vernaculaire. On ne peut pas accepter que nos terres soient vendues à d'autres pays parce que l'agriculture dont on se prévaut pour ces terres-là, mais c'est ce que nous recherchons, c'est-à-dire, vous avez vous-même, M. Christian Perrin, parlé de l'agro-pastoral. Et voilà les valeurs du Congo-Brazzaville. C'est l'agro-pastoral. Nous voulons mettre les Congolais au travail. Je pense que mes collègues les uns et les autres l'ont dit. Les 100 premiers jours, nous mettons les bases qui permettent de mettre les Congolais au travail. Et ces Congolais, ce sont ces jeunes-là dont l'avenir est complètement hypothéqué et que nous avons absolument la faculté de reprendre, de redéployer et de mettre au travail. Donc, nos terres, évidemment, ont un caractère très sacré. Les Congolais doivent le savoir parce que la posture du régime en place, on voit très bien que c'est la technique de la terre brûlée. Ils sont très conscients qu'ils ont échoué partout. C'est un régime qui est complètement disqualifié. Ils le savent eux-mêmes très, très, très bien que demain, ils ne seront pas au pouvoir. Et on joue de la terre brûlée. En tout cas, merci Georges Goma. Alors, Monsieur Alphonse Maboussou, vous étiez en train de décliner les 7 points, mais je vais probablement intercaler une question, c'est sur notamment les terres, puisqu'on vient d'en parler. Quelle est la place de l'agriculture dans votre programme? Oui, avant de parler de l'agriculture, laissez-moi terminer. Je vous en prie, vous pouvez terminer. Je disais déjà tout à l'heure. Et pour compléter M. Simon-Pierre Musunda, je dirais même que, vous savez, le gouvernement français a pris des dispositions par rapport au bien mal acquis du Congo se trouvant en France. Okay? Les fonds se trouvent à la caisse de dépôt et de consignation. Et ils ne veulent pas mettre cet argent à la disposition du gouvernement actuel. Vous voyez? Parce qu'il est corrompu, parce qu'on n'a plus confiance en ce gouvernement. Mais le prochain gouvernement non corrompu qui sera en place, écoutez, cet argent sera rapatrié au Congo et nous l'utiliserons pour dérouler ce que nous sommes en train de vous présenter. Et tous les pays, même les institutions internationales, le Club de Londres, de Paris, le Fonds monétaire international sont dans la même logique, voyez-vous. Donc, pour ce qui est de l'aval pétrolier, une partie des revenus de la vente du brut sera donc déposée au trésor public et reversée dans des comptes à terme auprès des banques commerciales. Les intérêts ainsi générés soutiendront donc la relance économique du pays. Un audit des sociétés de droit congolais à capitaux congolais, exerçant donc dans l'amont et dans l'aval pétrolier, sera donc commandé pour faire la lumière sur leur gestion. Je crois qu'au cours d'une émission, j'ai parlé de plein de sociétés. L'heure n'est pas ici. Nous n'avons pas assez de temps pour faire étalage de tout ça, mais un audit sera commandé à ce sujet. Les contrats de partage de production seront donc de rigueur dans les secteurs de mines et du bois. Vous voyez, dans le bois, nous avons, dans les mines, on donne 10% à l'État congolais. Dans le bois, il y a 0%. Voyez-vous? Est-ce que c'est normal? Pardon, vous avez dit, dans le bois, il y a 0%? 0%, oui, 0%. Les sociétés étrangères achètent des concessions et ils payent les taxes, c'est tout. Mais dans les mines, on verse 10% au gouvernement congolais. Vous voyez? Il faut revoir toutes ces choses-là. Ce sont nos richesses qui sont dilapidées. Voyez-vous? Donc, nous ferons le benchmarking des mines, des sociétés qui exercent dans les mines et dans le bois, au même titre que les sociétés qui exercent dans le pétrole. Et nous auditerons aussi les projets d'exploitation du fer de Mayoko, de Nabeba, pour comprendre ce qui s'est passé et relancer toutes ces économies qui sont en attente d'être exploitées. Voyez-vous? Donc, le point suivant, le 4e, me semble-t-il, concerne donc la réorganisation, d'organiser le recensement général de la population, de l'habitat et des entreprises. Vous voyez? Donc, sur toute l'étendue du territoire, l'ordre des architectes, parce qu'au Congo, nous avons un ordre des architectes, sera sollicité pour recenser et évaluer au moyen des drones l'habitat actuel par secteur qui sera donc détruit. Bien sûr que nous préserverons les monuments historiques et tout ça. Les populations et les entreprises seront ainsi recensées
avec l'apport du Fonds des Nations Unies pour l'habitat et la population, le FNUAP, ok? Et tous les croisements statistiques permettront à cet effet de mettre en place un plan directeur de relance de l'économie. Les pyramides des âges permettant de planifier la gestion des nourrissons avec les programmes de prévention sanitaire et les crèches, ok? Des enfants de 3 à 4 ans avec la construction des écoles maternelles, de 5 à 11 ans avec la construction des écoles primaires avec des classes de 30 élèves maximum, de 12 à 15 ans avec la construction des collèges, ok, de 16 à 18 ans avec les lycées, de 19 ans à 23 ans. Alors, je comprends très bien que vous allez beaucoup apporter, mais bon, le temps qui nous est imparti ne nous permettra peut-être pas de tout étaler ou de tout dire ici. Je vais peut-être repartir vers Monsieur Simon-Pierre Moussouda Hébert. Il y a un domaine, sinon un aspect qu'on parle souvent peu, c'est le domaine, en fait, c'est la diplomatie. Nous savons qu'au dernier sommet de Paris sur les économies africaines, le Congo a été, en réalité, s'il faut dire invité, c'est à la dernière seconde, sinon repêché. Et nous avons aussi suivi le voyage de Denis Sassou Nguesso aux États-Unis. En ce temps-là, il y a encore l'ancien président américain, Donald Trump, qui n'avait vraiment pas souhaité le rencontrer, qui ne l'avait pas rencontré, malgré qu'il était déjà sur le sol américain. Alors, tous ces indices montrent qu'il y a un gros souci maintenant, du Congo vers l'extérieur. L'image du Congo a été gratinée, s'il faut le dire comme ça, mais en fait, plus une seule institution ne fait confiance au Congo-Brazzaville. Il y a donc ce problème aussi diplomatique qui se pose. Est-ce qu'il y a un volet comme ça dans votre programme pour essayer un peu de redorer le blason du Congo au niveau international? Il est clair que le Congo ne vit pas dans un îlot. Le Congo fait partie du monde. Et si vous sentez mauvais, on ne vous reçoit pas. C'est évident. On vous évite. Donc, nous avons mission de nettoyer. Le terme peut paraître violent, mais ce n'est pas la violence qu'on peut exprimer. Nous avons un voisinage. Le Congo, aujourd'hui, est membre de la CEAC, membre de la CEMAC et d'autres organisations comme la CPGL et tout le reste. Je pense que dans cet environnement, on nous regarde parfois d'en haut, comme un pays perdu, qui ne sait pas ce qu'il veut faire, malgré la puissance économique de notre pays. C'est peut-être ça qui doit nous sauver. Nous avons pour mission, dans les 100 premiers jours, de poser des actes qui doivent remettre la crédibilité dans la diplomatie congolaise. Nous avons également pour mission de faire de telle façon que cette diplomatie soit ramenée aux besoins du Congo. Ce n'est pas la peine qu'on aille dans tous les sens, parce qu'on a besoin de parler à des dispositifs précis, à des États précis, à des institutions précises sur des questions qui nous concernent. C'est des questions qu'on doit regarder. On a besoin également de nettoyer, de vendre. Tout à l'heure, on parlait des questions de finances, comment nous trouvons de l'argent, mais c'est des questions de crédibilité. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un président qui vient d'être élu en Zambie. Il a été élu, le pays est calme, on l'a dit tout à l'heure. Quand il va se déplacer, il va déplacer l'image de la Zambie, un pays qui va repartir, parce que le prédécesseur a dû faire des dégâts. Donc voilà un tout petit peu. Mais je voulais chuter tout en parlant de la diplomatie parce que c'est un volet important, c'est un volet de la géostratégie qui doit être traité en amont avant qu'on arrive à faire partie de ce régime, parce qu'il faut qu'on arrive à rassurer les autres. Nous n'avons pas vocation à détruire, à casser. Ce n'est pas ça. Le CRC n'est pas un mouvement violent, c'est un mouvement qui veut remettre le Congo au travail dans un environnement assaini et au profit de tous, d'abord des Congolais, ensuite de nos amis de l'Afrique centrale et des partenaires étrangers. Ça, c'est quelque chose qui va être au cœur de l'action diplomatique, rassurer tout le monde. Et nous voulons également dire qu'il y a un grand projet, mais qui fera l'objet de détails, de compléments, d'analyses, de débats au niveau du collège études et perspectives. C'est le projet de la réorganisation du territoire national, de la réimplantation et de la réurbanisation de notre pays, qui doit prendre la ligne de compte un certain nombre de réalités. On ne peut pas comprendre que 2 villes, Brazzaville et Pointe-Noire, abritent les 2 tiers de la population congolaise. Qui va les nourrir? Et vous avez une ville comme Brazzaville qui est à côté de la 14e puissance démographique du monde, la RDC. Il faut en tenir compte. Et ce projet doit permettre à des populations qui ont été abandonnées pendant longtemps, qui ont été saccagées, qui n'ont pas été à l'école, les ramener dans un environnement déjà de formation. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, mais on avait des amis qui allaient au cours du soir, je crois qu'ils remplaçaient les élèves à 17 h pour la formation, malgré leur âge, des vieux, des jeunes et tout. Il faut remettre les Congolais à la formation, à l'éducation, pour qu'ils soient citoyens, qu'ils soient utiles. Et donc, ce projet
de l'organisation de l'État doit rapprocher nos populations de l'agriculture, nos populations de la culture, nos populations de l'école, nos populations de leur forêt, de leur terre, tout à l'heure on en parlait, les populations des écoles et tout le reste, d'un environnement sain. Créer les conditions d'un habitat qui soit à la hauteur de ce que nous espérons. Nous ne sommes pas on vit dans des masures dans nos villages, dans nos campagnes. J'ai vu une émission des pygmées, qu'on appelle d'ailleurs peuple autochtone, je ne sais pas pourquoi on les appelle ainsi, alors que ce sont des citoyens comme tous les autres, vivent dans des conditions, mais je ne sais pas comment les qualifier. Comment voulez-vous qu'on nous fasse confiance à l'extérieur quand on voit comment nous traitons nos populations? Donc voilà un peu de façon globale. Donc la diplomatie est au cœur de notre action, de la même manière qu'on va avoir des mesures qu'on va prendre au niveau du régalien, au niveau de la formation, au niveau de l'économie. Tout à l'heure, M. Navé vous en a parlé, M. Georges Goman vous en a parlé, M. Alphonse Baboussou vous en a parlé. Nous avions également, à un moment donné, suivi des compatriotes qui sont membres du CRC, Mme Nikuisa Alphonsine, qui a soulevé ces questions de la terre avec beaucoup de professionnalisme et une bonne connaissance du dossier. Nous avons également Mme Marie-Louise Ango, qui a soulevé les questions de l'éducation et qui nous a même dit, une classe de 300 personnes, elle n'y entre pas, elle a raison. Et sur les questions des hydrocarbures, M. Baboussou, qui est là avec nous sur le plateau, a longuement fait des commentaires expliqués. Le Congo a un potentiel qui n'autorise pas le désordre actuel. C'est ça qui explique que nous nous acharnons à mettre un terme à ce régime. Il n'y a pas autre chose. Et qu'on nous prenne de violents, ne nous prennent de violents que les violents. Qui est violent? Comment on peut demander à un père de famille qui n'a pas à manger pour ses enfants, à un élève qui n'a pas de bourse, à un syndicaliste qui vient négocier avec vous et qu'on renvoie avec dédain? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils sont pas en sécurité. Évidemment, M. Simon-Pierre Moussunda, vous parlez de ceux qui parlent de la violence. C'est déjà là l'expression d'ailleurs de la peur. Et on se posera donc la question de savoir, parce que dans votre action, vous avez besoin du concours de tous les Congolais. Les Congolais, c'est aussi ceux qui sont actuellement au pouvoir, qui probablement veulent vous accompagner, veulent s'associer à vous, mais quelque part, ils sont animés par une peur où se disent, mais si ces gens-là arrivent, bah, c'est sûr et certain que tous en sera peut-être poursuivis. Est-ce qu'il est prévu un mécanisme, par exemple, en ce sens? On parlerait peut-être de la commission Justice et Vérité pour ceux qui voudront, par exemple, collaborer avec vous. Eh bien, naturellement, pour faire réussir votre action, ils peuvent se rapprocher de vous, ils peuvent collaborer avec vous, même s'ils sont de l'autre côté pour l'instant. Je peux vous dire que le CRC a les bras ouverts. Le Congo, c'est 5 millions d'habitants, un peu plus. Tous ceux qui pensent comme nous, qui estiment, et nous ne le pensons pas par plaisir, parce qu'il faut arrêter ces choses. Même ceux qui sont, et je sais au sein du pouvoir, beaucoup comprennent, ça ne peut pas continuer, ça va s'arrêter. Il est temps de discuter, d'échanger, de créer les conditions pour que le changement se fasse maintenant. Et effectivement, ils sont autour du pouvoir, pas au cœur du pouvoir. Ce sont au cœur du pouvoir, mangent, boivent, dansent, rient. Mais autour, un peu dans le 2e, 3e siècle, il y en a qui comprennent que ça ne peut pas continuer. Nous sommes ouverts aux échanges. Tout comme nous sommes ouverts aux échanges avec les forces politiques. On n'en a pas suffisamment parlé. Il faut qu'on se rassemble, qu'on tombe d'accord. Oui, il y en a qui travaillent avec le pouvoir, mais c'est tant pis pour eux. On retiendra que c'est des collabos, c'est des traîtres. Mais les forces politiques ont besoin d'être réunis, ont besoin de discuter, de mettre en place un cadre de travail et de marcher, d'avancer, de renverser la dictature qui ne fait de bien à personne. Il y en a autour du régime qui ne dorment pas parce qu'ils savent très bien que ça bourdonne juste à côté. Le jour où ces jeunes que vous avez autour de vous vont se lever, ils ne vous feront pas de cadeau. Ils savent où vous cachez l'argent. Ils savent où sont vos makangous, comme on dit. Ils savent où sont vos enfants. Vous ne pouvez imaginer la colère de quelqu'un qui a été malmené, qui a perdu des parents, qui vit dans la misère, qui voit passer l'argent. Le jour où il a l'occasion de s'exprimer, qui est-ce qui va les arrêter? Il faut donc que nous travaillions sur ces questions. Quand nous parlons de soulèvement populaire, ce n'est pas une volonté de nuisance, de violence, non. C'est la solution pour que les Congolais se lèvent, se prennent en charge, se rassemblent, tombent d'accord et qu'on redémarre. C'est ça la renaissance que nous prenons. Voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission, à moins qu'il y ait une dernière préoccupation, une question essentielle que vous aurez souhaité bien sûr aborder, mais qui n'a pas été posée. C'est le moment, quelques secondes. Et je préfère donc accorder quelques 30 secondes à chacun pour conclure. On va commencer par Georges. Oui. Mais merci beaucoup. Mais moi, je voudrais simplement appuyer mes 30 secondes à dire que quand M. Simon-Pierre Moussunda parle du soulèvement populaire, il faut dire que c'est un droit. Le soulèvement populaire est un droit. Tout peuple qui est opprimé a le droit de se soulever. Ça, c'est très important pour qu'on enlève, n'est-ce pas,
n'est-ce pas, cette caractéristique de la violence qu'on accorde au CRC quand il parle du soulèvement populaire. C'est un droit et le plus absolu possible. Merci. C'est même à l'article 35, je crois, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Téléma Miabe, vous avez 30 secondes pour conclure. 30 secondes, ok. Ben, je voulais simplement dire ceci. Monsieur Sassou Nguesso, dans son discours, a demandé à ce que le peuple œuvre à l'unité nationale. Je dirais simplement que, en réalité, c'est Monsieur Sassou Nguesso lui-même qui fragilise, qui a hypothéqué la souveraineté de l'État, d'abord par la cession de ses terres aux étrangers. Premier point. Deuxième point, c'est aussi M. Sassou Nguesso qui a clanisé la nation congolaise. Aujourd'hui, tous les pouvoirs, les leviers du pouvoir économique, politique, militaire appartiennent à un clan. Je dirais pas à une tribu, elles appartiennent à un clan. C'est le clan Sassou Nguesso. Par conséquent, il fragilise encore la souveraineté de l'État. Je dirais un dernier point aux Congolais. Depuis que M. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, donc de 97 jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'a jamais eu autant d'argent dans son histoire. Et les Congolais n'ont jamais été aussi pauvres. Vous, les Congolais, vous n'avez jamais autant souffert. La souffrance vient entre les mains de M. Sassou Nguesso et son équipe. Il est temps à ce que les Congolais se lèvent pour faire partir M. Sassou Nguesso, parce que personne d'autre ne le fera que nous-mêmes. Voilà. En tout cas, personne d'autre ne le fera à la place des Congolais. Alphonse Maboussou, vous avez vos 30 secondes pour conclure. Oui, je vais prendre une prose qui dit ceci. Si le grain de blé venait en terre et refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne saura jamais fleurir. C'est là un mot d'espoir à l'endroit de nos étudiants, de nos retraités, parce que le CRC prend à bras-le-corps leurs problèmes et dans le cadre de la restructuration de la dette intérieure, que je n'ai pas pu développer, ils y trouveront leur compte. Voilà. Merci. J'espère que c'est un document qu'on pourra retrouver également sur le site internet du CRC qui pourra être affiché à la fin de cette émission. Alors, Monsieur Simon-Pierre Moussunda, nous sommes à l'arrivée donc à la fin de cette émission. Si jamais les Congolais pouvaient vous faire confiance, qu'est-ce que vous avez à leur dire maintenant? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir en dernier lieu même? Nous sommes des citoyens comme eux, donc s'ils nous font confiance, ils se font confiance à eux-mêmes. Nous ne sommes pas hors du Congo. Deuxièmement, vous voyez là, nous sommes 3, 4 sur le plateau. Le CRC, c'est une centaine de compatriotes qui travaillent, qui sacrifient le temps qu'ils ont pour essayer de réfléchir, de concevoir, de trouver des formules qui arrangent, qui vont permettre au Congo de sortir de là. Et nous aurons souhaité qu'on donne la possibilité au CRC de s'exprimer sur les plateaux de Télé Congo, d'RTB, et ainsi de suite. Pourquoi pas? Pourquoi ils ont peur d'entendre notre message sur le territoire? Qu'on donne la possibilité au CRC de parler de là-bas. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous voulons rassurer les Congolais. Le CRC, on a cessé de le dire, n'est pas un mouvement violent, mais c'est un mouvement qui veut régler définitivement une question qui mine la vie des Congolais depuis 61 ans. Et ça ne passe pas par autre chose que par la prise en charge, par le soulèvement des Congolais. Personne ne le fera à notre place. Personne ne viendra du ciel. Personne ne viendra de la mer. Ce sont les Congolais qui doivent se lever, s'organiser, se mettre ensemble. Et c'est un appel que nous lançons aux partis politiques, que nous lançons aux syndicats, que nous lançons aux associations, aux activistes, que nous lançons à tout l'ensemble de notre peuple. Mettons-nous ensemble, réfléchissons ensemble, travaillons ensemble, donnons-nous la main, œuvrons, mettons un terme à ce régime et mettons en place les programmes que nous sommes en train de concevoir, que vous pourrez accepter, que vous pourrez valider, enrichir. Et c'est fait pour ça. Lorsque vous présentez déjà le programme, j'ai l'impression que vous êtes déjà à la porte, là, c'est cela? D'ailleurs, nous sommes un peu en retard. Nous estimons, nous sommes un peu en retard. Nous avons pris la résolution en interne d'accélérer la réflexion. Parce que la marmite bout au niveau national. Personne n'accepte le couteau à la gauche pendant longtemps. On a dégagé. Tendons l'oreille, on va entendre. Ils savent.
Ils savent. Et donc, nous avons un programme des 100 premiers jours qui pose les actes de départ. Et nous avons un grand programme de la Renaissance qui prendra du temps et qui va créer les conditions pour que le Congo sorte de là. On tutoie la Corée du Sud, on tutoie la Chine, on tutoie ces pays qui, à un moment donné, étaient au même niveau de développement que nous. Aujourd'hui, on voit l'île Maurice en train de partir, le Botswana s'en va, le Ghana s'en va, le Congo en train de faire la marche arrière. Jusqu'où? Jusqu'en les ravins. Donc, tenez-nous la main, rassemblons-nous et agissons. Bien voilà, j'espère que le message est bien passé. Les Congolais vous ont probablement compris. Quant à moi, il vous reste juste à vous dire grand merci d'avoir accepté notre invitation, mais surtout d'avoir disposé du temps pour nos téléspectateurs. À vous, chers internautes, tout le plaisir a été pour moi de vous avoir une fois de plus compté parmi nous. Restez branchés sur votre canal d'information TLR TV. Je vous retrouve très prochainement. Merci.